Et votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP. Bonjour Agnès. Bonjour David, bonjour à tous. Ça va? Ça va très bien et vous? Bien. Bon, depuis hier, le projet de budget donc, est discuté à l'Assemblée nationale. Juste un truc avant de rentrer en détail. Vous comprenez, Agnès, la ligne, la politique économique de Michel Barnier ou pas? C'est très compliqué, hein. On voit qu'il est sur une sorte d'exercice de funambulisme, hein, entre finalement essayer de conserver une sorte de simili politique de l'offre, mais qui est quand même très 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 contrecarré par ce budget. Et puis de l'autre côté, faire croire qu'on a beaucoup d'économies alors que c'est compliqué, ligne à ligne justement, de trouver véritablement où vont être ces vraies économies. Hmm. Donc, on est dans une situation compliquée. Je pense que la meilleure option qu'aurait pu prendre Michel Barnier, ça aurait été de dire on fait 100% d'économies et on arrête de vouloir augmenter les impôts dans le pays qui est déjà champion des impôts. Il me semble qu'avoir ouvert la porte à l'augmentation des prélèvements obligatoires est une très, très mauvaise chose. Ouais. C'est vrai qu'au-delà de ça, on va y revenir, hein, Agnès, il y a de quoi être perdu avec cette bataille, tous ces chiffres. Moi, ce que je note quand même, et on l'a largement commenté ici sur Boursorama, c'est entre l'effort qui était présenté au début par Michel Barnier, qui nous a dit, sur ce projet de budget, 60 milliards d'euros de redressement, d'efforts, dont 2 tiers sur la dépense publique. Et la réalité, confirmée par l'OFCE, Mm. confirmée par le Conseil aux finances publiques, en réalité, l'effort, c'est pas au global 60, c'est 40 à 50 milliards, et c'est pas 2 tiers sur les économies, c'est 2 tiers sur les hausses d'impôts. Voilà la Alors réalité. oui, Il y a David, quand non, même un mais décalage, quand même, non? oui, oui, le Haut Conseil des finances publiques dit 70% de hausse d'impôts et 30% de baisse de dépenses. L'OFCE dit plutôt 60-40. Nous, à la Fondation IFRAP, on est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on dit on est plutôt autour d'une cinquantaine de pourcents de baisse de dépenses et 50% de hausse d'impôts, hein. En gros, 23 milliards d'un côté, 24 milliards de l'autre. C'est déjà moins terrible que ce qui avait été fait dans les efforts de redressement précédents, hein. On se souvient des plans Fillon 1 et 2, où on était à 80% sur des hausses d'impôts, hein. Mais aujourd'hui, c'est vrai que vu le niveau de prélèvement obligatoire et le niveau de dépenses publiques, on aurait pu attendre, ce que je disais tout à l'heure, 100% de baisse de dépenses. Bon, on les a pas. Par ailleurs, est-ce qu'on a des vraies baisses de dépenses? C'est la question qu'on s'est posée à la Fondation IFRAP, parce que parfois, il y a quand même des méthodes de comptage de Bercy qu'on comprend pas très bien. Comment les allègements de charges sont comptés finalement dans les baisses de dépenses, alors qu'en fait, ce sont des hausses d'impôts, hein. Et puis, il y a des tas de lignes qui sont pas documentées. C'est pour ça que nous, on les a pas comptées dans les économies. 6,1 milliards d'efforts d'optimisation, de gains de productivité, de lissage des dépenses. Qu'est-ce qu'on entend par là? On n'en sait rien. Quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière l'économie annoncée, ça veut dire qu'en réalité, l'économie n'existe pas. Et c'est très compliqué, en fait, ce sujet. D'ailleurs, vous l'avez vu dans le rapport du Haut Conseil, et on voit que tous ceux qui se penchent sur la question ont quand même du mal à faire les décomptes. Bah, pourquoi? Parce que derrière, il y a une histoire de tendanciel de hausse de la dépense, David, hein. Ce tendanciel de la hausse de la dépense, c'est combien exactement? De combien la dépense aurait augmenté si on n'avait rien fait? Et c'est tout le sujet du storytelling du gouvernement, de nous dire on aurait été à 7% de déficit par rapport au PIB si on avait rien fait en 2025. Et c'est comme ça qu'ils décomptent leurs 60 milliards, parce qu'ils passent de 7% à 5. Hein, donc 2 points de PIB de déficit en moins, bah, ça fait quoi? Ça fait 60 milliards. Sauf qu'en réalité, ni vous, ni moi, ni personne, ni tous ceux qui à Bercy travaillent sur ces questions ne peuvent prouver qu'on aurait été à 7% de déficit si on n'avait rien fait. Donc c'est pour ça aussi que nous, on pose la question, quelle est la vraie augmentation de la dépense entre 24 et 25? On trouve presque 40 milliards d'augmentation de la dépense en valeur entre 24 et 25, même avec le projet budget de 2025 actuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dépense, elle baisse pas du tout. C'est ça qu'il faut expliquer aussi aux Français, Malgré, hein. On n'a pas une malgré baisse. l'effort de 50 à 60 milliards d'euros annoncé par le gouvernement, à supposer que ce soit voté, etc., les dépenses publiques vont continuer d'augmenter l'année prochaine de 40 milliards d'euros. Mais oui, parce qu'il n'y a pas de baisse de 40 milliards de la dépense publique. Il y a peut-être une baisse d'environ 20 milliards. OK, bon, on est à peu près d'accord sur la
les indexations des retraites, enfin, si jamais ils le font vraiment, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même des négociations là-dessus assez importantes en ce moment avec les différents partis politiques. Et donc, le sujet, c'est que on passe de 1659 milliards à 1695 milliards de dépenses. Vous voyez, on baisse pas la dépense. Alors que quand on fait le tour des pays autour de la France, on s'aperçoit qu'en Europe, il y a eu énormément de pays qui ont baissé leurs dépenses en valeur ou au moins qui l'ont gelé en valeur. Donc, toute la question sera, quel est l'atterrissage véritable de la dépense publique en 2024? Et est-ce qu'on a vraiment fait un freinage de l'augmentation de la dépense? Parce qu'il faut que vous sachiez, David, qu'entre 22 et 23, on a augmenté la dépense publique de 56 milliards. Et entre 23 et 24, on a continué d'augmenter la dépense publique de plus de 60 milliards. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ans, on a complètement lâché. En fait, depuis qu'on n'a pas de majorité, il n'y a plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale, depuis 2022, il y a eu une sorte de dérive de la dépense. Et c'est ça qui me frappe le plus dans tout ce qui a été dit ces derniers temps sur ce sujet. Tout le monde est en train de se poser la question de comment les recettes ont mal été calibrées par Bercy avec ses erreurs de prévision. Personne ne se pose la question de pourquoi la dépense publique aurait dérapé de 40 milliards entre 2023 et 2024. C'est quoi la réponse? Et alors, c'est quoi la réponse? Pourquoi est-ce que la dépense publique a dérapé? C'est ça qui est très. Pour l'instant, on n'a pas les réponses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de loi de finances rectificative. Hein. Ça, c'est une grosse erreur. Hein. On en saurait beaucoup plus aujourd'hui. On serait beaucoup plus capable d'analyser tout ce qui est en train de se passer s'il y avait une loi de finances rectificative au printemps dernier, comme nous, on l'a demandé, mais comme aussi Bruno Le Maire l'avait demandé à un moment. Vous vous en souvenez, quand il y a eu ces annulations de crédit. Pourquoi elle a dérapé autant? Parce que, notamment, on est sur la longue traîne de l'inflation suite post-Covid. Et je crois que les budgétaires n'ont pas identifié que certes, l'inflation permettait d'écraser la dette par rapport au PIB et aussi de faire monter les recettes d'impôts, notamment d'impôts sur les sociétés, d'impôts sur le revenu, etc. Mais que de l'autre côté, ça a créé un impact inflationniste sur les dépenses qui n'a pas du tout été maîtrisé. Donc, on a par exemple indexé les pensions de plus de 5% cette année, alors qu'en fait, on l'avait vraisemblablement pas bien calibré. Qu'on n'a pas bien calibré non plus les dépenses des collectivités locales et qu'on n'a pas refait l'équivalent des pactes de Cahors. D'ailleurs, c'est Elisabeth Borne qui a annulé ce que voulait faire à l'époque Gabriel Attal quand il était ministre des Comptes publics. Il voulait refaire l'équivalent d'une négociation style pacte de Cahors d'Édouard Philippe pendant le premier quinquennat Macron. Et finalement, ça a été supprimé. Résultat, on a une dérive des dépenses de fonctionnement notamment, mais aussi des dépenses d'investissement, mais on voit aussi des dépenses de masse salariale des collectivités locales, et tout ça, ça n'a pas été bien calibré. Et moi, je trouve ça incroyable qu'on ne parle que des recettes, que des problèmes de calibrage de recettes, alors qu'on a un énorme problème de calibrage de la dépense. Oui, mais je vais y revenir aussi sur ces 30 milliards d'euros de hausse d'impôts. Est-ce qu'on peut parler de choc fiscal? Vous me disiez que c'était moins violent que sous Fillon ou sous Hollande, en proportion, puisque les efforts ont été demandés essentiellement aux impôts. Mais 30 milliards d'euros, on peut qualifier ça de choc fiscal? Oui, aussi, quand même, parce que la réalité, c'est que on est sur un choc fiscal qui va peser essentiellement sur nos entrepreneurs et nos entreprises. Et ça, moi, je trouve ça assez dommageable par rapport à tout ce dont on a besoin pour réindustrialiser la France, c'est-à-dire donner de l'espoir, donner l'envie d'investir, donner l'envie d'embaucher dans notre pays. Et qu'est-ce qui se passe? Là, on est en train, par exemple, sur cette histoire de, je ne sais pas si vous avez suivi, David, ce plancher d'impôt à 20% sur les hauts revenus, hein, qui est en fait cette aggravation de la taxe sur les hauts revenus, hein, qui existe d'ailleurs, qui était à l'époque exceptionnelle et qui devait être temporaire et qui existe toujours aujourd'hui, 14 ans après. Bon, ce plancher d'impôt, il va s'adresser à qui? À des entrepreneurs qui sont surtout avec des revenus en dividendes ou en plus-value de cession d'entreprise. Et qui, certains, sont là pour une fois dans leur vie parce qu'ils ont vendu une entreprise. J'ai des tas de témoignages à la Fondation l'IFRAP de gens qui me disent, voilà, moi, je vends ma boîte et puis on m'a pas dit que je serais taxée à au moins 20%, donc j'ai tout calibré avec le prélèvement forfaitaire unique, donc avec 12,8% d'impôt sur le revenu. Et donc là, on me fait augmenter d'un tiers mon impôt de manière rétroactive, en fait, parce que rien n'avait été annoncé. Et c'est complètement contraire à tout ce qui a été dit ces dernières années, qu'il fallait favoriser l'entrepreneuriat, favoriser les investisseurs à risque, investir son capital dans les entreprises. Et je trouve que là, il y a un message qui est très, très négatif. Je disais que c'est très, très dommageable
l'image de la France et l'idée qu'on doit continuer à investir dans l'économie, à avoir des entrepreneurs qui soient des entrepreneurs motivés. Et là, on est sur un choc fiscal qui pèse à 80% sur nos entrepreneurs. Certes, mais certains vous diront aussi que sur ces 30 milliards d'euros de hausse d'impôts, peu sont supportés au final par tous les Français. Et que le gros, effectivement, est supporté par les entrepreneurs, par les plus aisés, par les grosses entreprises, mais que la plupart des Français sont épargnés par ces hausses d'impôts. Oui, mais le problème, c'est qu'on fait exactement les mêmes choix que ce qui s'est passé justement après la crise financière. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, David? On a augmenté la CSG, la CRDS sur les revenus du capital à 15,5. Derrière, on a eu tout le monde qui s'est mis à l'arrêt. Plus personne investissait, plus personne embauchait. On avait une sorte de grève des entreprises qui disaient pas son nom et un ras-le-bol fiscal qui est monté et qui a fait stagner quand même la croissance de la France. Et derrière, il y a eu le CICE, le pacte de responsabilité. Donc, on va refaire les mêmes erreurs. On va dire, il faut taxer les plus riches. Vous vous souvenez, François Hollande, quand il est arrivé au pouvoir, c'était la taxe à 75% sur ceux qui déclaraient plus d'1 million d'euros. Taxe pas constitutionnelle, au passage, mais qui a fait beaucoup de mal quand même dans les consciences avec l'idée de quitter la France, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a plein d'entrepreneurs qui se posent la question, est-ce qu'ils vont rester ou pas dans notre pays? Est-ce qu'ils vont garder leurs entreprises dans notre pays? Et le sujet qu'on a, c'est que les 2 milliards de recettes sur les hauts revenus, là, le plancher à 20%, ces 2 milliards, on risque de ne pas les avoir dans les caisses. C'est vrai ça. Donc, ça monte, mais ça monte c'est-à-dire sur plusieurs mesures emblématiques. Soit la surtaxe sur les bénéfices censés rapporter sur les grosses boîtes 8 milliards d'euros, l'impôt minimum de 20%, 2 milliards, ou même sur la taxe sur l'électricité à 3 milliards. Apparemment, ces trois-là pourraient rapporter moins que prévu. Pourquoi il y aura pourquoi il y a un doute sur le rendement sur ces 3 nouvelles taxes qui rapporteraient quasiment 13,5 milliards d'euros à L3? D'abord, il y a un doute parce que, par définition, les grandes entreprises à plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, c'est sur de l'IS qu'on va les surtaxer. Et là, vous avez vu la prévision d'IS pour 2024, elle est très très mauvaise par rapport au réalisé. Donc, on a 10 milliards d'écart par rapport au réalisé. Et donc, le sujet, c'est quand même que... Alors, il faut être joujou, quoi, là, Agnès? Vous êtes là, Agnès? Bon. Oui, je suis toujours là. Ne bougez plus, ne bougez plus. Oui. Donc, le sujet, c'est que par rapport à ce qu'on croit qu'on va réaliser comme surtaxation sur l'impôt sur les sociétés, en réalité, on a le même risque que la prévision de cette année sur l'impôt sur les sociétés. On a 10 milliards d'écart par rapport à ce qu'on pensait réaliser. Et que ce soit sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur le revenu, on a les mêmes niveaux de recettes que l'année dernière, et alors qu'on escomptait beaucoup plus. Donc, on a des écarts de recettes qui sont énormes en 2024. Pourquoi on aurait tout d'un coup des capacités de surtaxe en 2025, alors qu'en ce moment, les entreprises ne vont pas très bien? Donc, on n'y croit pas tellement. Et sur les hauts revenus, on l'a vu sous François Hollande, quand ils ont voulu taxer au barème les revenus du capital, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas du tout eu les recettes escomptées. Et c'est quand Emmanuel Macron a mis le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, en place, que là, on a vu que ce prélèvement forfaitaire unique permettait d'avoir plus de recettes, paradoxalement, alors que les taux étaient plus faibles. Donc, moi, ce que je crains, c'est qu'on va escompter des niveaux de recettes très importants sur ces taxes entreprises et entrepreneurs. Et derrière, comme il n'y aura pas la recette en face, il faudra taxer d'autres personnes, d'autres entreprises, des plus petites, et puis d'autres ménages, des moins riches. Et puis petit à petit, on va descendre le couperet de plus en plus. Et donc, je trouve qu'en la matière, il aurait mieux valu aller trouver l'équivalent en baisse de dépenses. Alors, j'ai vu que Laurent Saint-Martin ou Michel Barnier disent finalement, tout le monde est bienvenu pour nous proposer des baisses de dépenses. Mais nous, à la Fondation IFRAP, on en a plein des propositions de baisse de la dépense publique. Alors, vous vous en souvenez, je vous avais présenté notre plan à 30 milliards d'économies pour 2025. Donc, ce sont des vraies économies. Et on peut aller beaucoup plus loin. Donc, la question maintenant, c'est une mesure comme ça, Agnès, une mesure, celle qui rapporte le plus en matière d'économie. Par exemple, on bloque l'augmentation naturelle des rémunérations dans l'ensemble des 3 fonctions publiques. C'est-à-dire qu'on dit il y a une année blanche où il n'y a pas d'augmentation du tout parce qu'on est dans une situation de déficit énorme et que tout le monde doit participer, les retraités mais aussi les agents publics. Bon, eh bien là, on a 3,4 milliards d'économies sur l'ensemble des 3 fonctions publiques. Ça n'a pas du tout été.
été évoquées. Donc on dit, C'est une bombe, on va ça, c'est une bombe, geler. c'est une bombe sociale et politique, vous le savez, ça. Hein. Vous en avez Non, conscience. mais Hein. attendez, la réalité, David, c'est que c'est aussi antisocial d'augmenter les impôts sur les entreprises et les entrepreneurs parce que derrière, il y a moins d'emplois, il y a moins de croissance du PIB et donc il y a moins de choses à redistribuer. Donc, si on veut aller au bout de la logique, à un moment, il faut faire ce qu'ont fait les autres pays quand ils ont assaini leurs finances publiques, c'est aller voir aussi les doublons, les coûts de distribution, par exemple, sur les aides sociales non contributives. C'est 9 milliards d'euros par an. Est-ce qu'on n'a pas aussi à aller chercher des économies là-dessus? L'allocation sociale unique, il a commencé à en parler, le Premier ministre, mais on pourrait aller beaucoup plus vite, on pourrait tout confier à Bercy en crédit d'impôt, et là, on fait énormément d'économies, rien que sur les coûts de distribution. Agnès, l'examen du projet de budget, je l'ai dit, a démarré hier soir à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous redoutez une espèce de tempête fiscale, d'une furia fiscale, à l'image un petit peu de ce qui s'est passé en commission des finances, qui avait potentiellement adopté 60 milliards d'euros de hausse d'impôts qui ont été rejetés par le gouvernement? Non, mais là, on est dans les jeux de rôle. Chacun sort n'importe quoi de manière totalement hors sol, en disant ah bah oui, mais nous on vous a trouvé 60 milliards de hausse d'impôts. Mais en réalité, vous et moi et la plupart des Français, ils savent que ce sont des faux chiffres, qu'il y a rien derrière, que la plupart des impôts en question, bah, ils rentreraient pas dans les caisses parce que quand on est au maximum de ce qu'on peut supporter comme impôt, bah, il y a un moment où on change son comportement. Si on vous dit, je vais vous taxer 100% de ce que vous gagnez à partir du moment où vous gagnez plus que tant, bah, évidemment, vous allez arrêter de travailler pour pas gagner plus que tant. C'est juste logique. Donc, tout ça, chacun se fait plaisir. Alors que je trouve que là, la responsabilité de l'ensemble des partis politiques, ce serait de faire des propositions de baisse de dépenses parce que là, ils sont incapables d'en faire. À chaque fois qu'ils sont interrogés, ils disent oui, il faut faire des économies, mais sur quoi? Bah, on ne sait pas. Voilà. Donc, si on voulait vraiment responsabiliser nos élus et surtout ceux de l'Assemblée nationale, c'est leur demander un vrai travail de réflexion là-dessus. Et en réalité, David, le problème, c'est que c'est le rôle de notre Parlement. Le rôle de notre Parlement, c'est pas que de voter des impôts et d'avoir des idées de nouveaux impôts. Le rôle de notre Parlement, c'est d'évaluer où va l'argent public, comment sont utilisés les deniers publics et de faire une analyse sur cette utilisation et est-ce que c'est bien utilisé ou pas et où est-ce qu'on peut dépenser moins. Ils ne le font jamais. Voilà, ils sont incapables de le faire parce qu'ils sont obsédés par l'idée de taxer plus et de cet égalitarisme qui franchement n'a rien apporté à la France, hein, parce que vous voyez où on en est avec nos idées de taxes permanentes et de taxer plus que les autres. On a un PIB par habitant qui est moins élevé que par rapport aux pays du nord de l'Europe. On est à un niveau de déficit qui va bientôt être à la lanterne rouge de tous les pays de la zone euro et on est sur l'augmentation de la dette la plus importante. Et on emprunte plus cher parfois que le Portugal ou la Grèce, etc. Donc à un moment, peut-être qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de baisser la dépense publique plutôt que de se faire plaisir avec des propositions de hausse d'impôts, David, qui ne passeront jamais en réalité? Eh bien justement, et on finit là-dessus. Est-ce que l'histoire est écrite? Comment il se termine ce budget 2025? Il devra passer par 49.3 avec, encore une fois, possiblement une motion de censure qui pourrait être votée, si elle est votée, encore une fois, par tous les partis autres que la majorité, en tout cas LR, plus, qui n'est pas une majorité d'ailleurs, mais en tout cas par la coalition LR plus Macronie. Dans ce cas, le budget, il ne passe pas. C'est ce que nous expliquait Jean-Michel Blanquer qui était la semaine dernière. Voilà, donc ça se termine comment cette histoire de budget 2025? Alors, pour l'instant, on ne sait pas, hein. Vraisemblablement un 49.3, mais on peut aussi jouer la montre et dépasser les 70 jours et ne plus finalement pouvoir adopter le budget et se retrouver dans la situation où on passe par une loi spéciale. La loi spéciale, elle autoriserait les impôts qui ont déjà été votés pour 2024. Donc là, c'est un coup près total pour dire il n'y a plus d'augmentation d'impôts supplémentaires, hein, ni ceux prévus par Michel Barnier, ni ceux, a fortiori, proposés par tous ceux qui sont des Ça très serait une allants catastrophe, cette issue-là? Pas forcément, David. Nous, on l'a beaucoup étudié à la Fondation IFRAP et on se dit que ce serait peut-être une opportunité justement pour remettre les pendules à l'heure. Dire, voilà, on n'augmente pas le taux de prélèvement obligatoire parce que contrairement à ce que dit l'OFCE, par exemple, en 2022, on a un taux de prélèvement obligatoire qui est plus élevé qu'en 2017, hein, 45,2% du PIB. Donc, à un moment, le problème, c'est pas qu'on a trop baissé les impôts en France. C'est pas vrai. C'est pas ça le problème du déficit de la France. Le problème, c'est que on n'est pas capable
d'aller vers la baisse de la dépense. Donc, si on était sur le vote à nouveau des impôts 2024, on serait obligé d'aller chercher l'amélioration du solde sur les dépenses publiques. Et là, ce serait une toute autre histoire. Ça veut dire que tout ce qui passerait ensuite par ordonnance ou par décret, parce que ce serait pas voté au Parlement, eh bien, il y aurait une obligation finalement pour le gouvernement et pour Bercy d'aller chercher l'effort sur la dépense. Et ça, ce serait un exercice inédit. Et peut-être à un moment, je ne dis pas que je souhaite que ce budget soit pas adopté, mais à un moment, ce serait peut-être salutaire pour notre démocratie, parce que le vrai sujet qu'on a, hein, c'est que si on ne fait pas les efforts nous-mêmes, et des efforts qui ne soient pas de faux efforts, c'est-à-dire pas de fausses recettes ou pas de fausses économies, il y a un moment où on va être rattrapé quand même par la patrouille. Hein. Juste, Agnès, donc si le budget n'est pas adopté, selon vous, donc ce serait peut-être une bonne chose puisqu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. C'est ça le... Bah, ça pourrait être une bonne chose du point de vue de ceux qui sont aujourd'hui les plus ponctionnés dans ce budget, c'est-à-dire les entrepreneurs de ce pays, ceux qui finalement font fonctionner la création de valeur ajoutée dans notre pays, et les entreprises aussi. Donc pourquoi pas, à un moment, ça peut donner des opportunités. Ça ne veut pas dire que ce serait parfait, parce qu'en réalité, il n'y a aucune option qui est vraiment formidable aujourd'hui sur la table. Alors, David, il faut être honnête, hein, qu'on passe par un 49.3, qu'on soit sur un blocage total avec une obligation de passer par une loi spéciale sur les recettes, ou que carrément on aille sur un risque d'utiliser l'article 16 de la Constitution, hein, parce que ça aussi, c'est une possibilité. C'est quoi ça, l'article 16? C'est quoi, juste? C'est le président de la République qui dit à un moment, je prends les pleins pouvoirs pour pouvoir avoir un budget au 1er janvier 2025. Parce que au pire du pire, si la loi spéciale d'autorisation de lever l'impôt équivalent à 2024 n'était pas adoptée au Parlement, là, on se retrouve vraiment dans une situation qui est très, très, très compliquée budgétairement. Et on ne peut pas se le permettre, parce que derrière, les marchés attaquent sur la dette de la France. Donc, évidemment, il faut qu'on ait au 1er janvier 2025 un budget pour la France. Donc, comme ça, il n'est pas possible qu'on n'ait pas de budget pour la France, que ce soit un budget voté au Parlement ou pas voté au Parlement, eh bien, toutes les pistes ont été évoquées. Hein. Nous, on a beaucoup écrit sur ce sujet, on n'est pas les seuls. Bien sûr, ça veut dire aussi qu'il faut prendre la mesure, et je ne crois pas que nos parlementaires l'aient prise, la mesure de la situation absolument méconnue et dramatique de nos finances publiques aujourd'hui. Faut quand même dire les choses, et il y a une co-responsabilité de l'ensemble des acteurs aujourd'hui, parce que là, il va y avoir cette commission d'enquête sur la question du déficit qui va être menée par la commission des finances. Je trouve assez incroyable que les mêmes qui réclament en permanence des dépenses supplémentaires cherchent des responsables sur le déficit abyssal que nous avons en France. Il faut que chacun balaye devant sa porte. C'est incroyable ce qu'on voit, cette espèce de sketch pour c'est pas moi, c'est l'autre. Non mais attends, tout le monde est responsable aujourd'hui à l'Assemblée. Il y a jamais personne pour dire comment on gère mieux nos finances publiques véritablement, et ensuite on cherche des coupables tout le temps. Oui, certainement à Bercy, il y a une responsabilité, il y a certainement des responsabilités au gouvernement, à l'Élysée, à Matignon, etc. Mais il y a aussi une ambiance française qui est de dépenser toujours plus, sans compter, avec l'argent des Français, et à nous endetter en permanence et à nous mettre en risque sur la souveraineté de la France. Et ça, c'est plus acceptable. Allez, merci pour cet entretien avec merci à vous, Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP, invitée à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci David.